Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Louise, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de la Féminologie. Louise est naturopathe et sexologue. Je l'ai rencontrée via ma maison d'édition pour laquelle j'ai écrit le livre Hypersensible mode d'emploi, parce que Louise a aussi écrit 2 livres avec cette maison d'édition dont elle va vous parler justement dans le témoignage suivant. Avec Louise, on a justement voulu prendre des questions que nos communautés respectives avaient pu nous poser sur l'intimité des personnes hypersensibles. Nous avons justement lié nos 2 expertises pour répondre à toutes vos questions de manière le plus globale possible, et l'idée c'était vraiment d'essayer de lever un peu les tabous sur ce sujet, sur ces sujets intimes qui peuvent parfois être des vraies problématiques, des vraies charges mentales chez certaines personnes, et notamment les hypersensibles. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Louise, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec moi sur Les Sensibles. Hello, ouais, moi aussi, je suis super contente. Du coup, moi je te connais bien, mais les auditeurs te connaissent pas. Je vais te laisser te présenter comme tu veux. Du coup, moi j'ai le compte Instagram La Féminologie depuis 2 ans. Avant, j'avais une autre plateforme. Et je suis naturopathe et sexothérapeute depuis la naturopathie depuis 5 ans, sexothérapeute depuis 2 ans, et je suis spécialisée dans les troubles intimes dits féminins, donc tout ce qui touche à la femme en règle générale, et j'écris des livres sur les mêmes sujets. Présente-nous tes livres, profite. Alors du coup, il y a Intime qui est sorti il y a 2 ans. C'est un petit guide de déconstruction des tabous dits féminins. À chaque fois, je dis dits féminins parce que ça touche en fait les organes intimes féminins, mais à mon sens, le mot femme englobe tout type de femme. Et j'ai sorti l'année dernière 50 questions pour tout comprendre sur ton intimité, qui va prendre un peu en compte et en charge toutes les questions qu'on pourrait ne pas oser poser à des professionnels de santé, à sa famille, à ses amis, etc. Un peu tabou en général. Aujourd'hui, du coup, on s'est dit qu'on allait un peu prendre les questions de nos communautés et y répondre. Donc la première question était: en quoi l'hypersensibilité peut-elle impacter l'intimité? Bah, alors, moi, je pense, tu me diras à ton sens, mais les sens, c'est hyper important pour quelqu'un d'hypersensible. C'est même pour moi, le signe principal d'hypersensibilité dans tout ce qu'il y a. En tout cas, pour moi, en étant hypersensible, c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent. Notamment tout ce qui touche aux odeurs, aux sons. Moi, je suis hypersensible vraiment aux sons. Donc, dès qu'il y a un truc qui va me bloquer et tout, je vais faire vraiment une fixation dessus, et ça va être impossible de dévier. Mais c'est un point qui est hyper important. Et la sexualité et l'intimité, c'est tellement quelque chose qui est déjà complexe en soi, que dès que tu vas inclure des petits éléments extérieurs qui vont pouvoir impacter toi, ta personne et ta sensibilité, c'est énorme en soi en termes de ressenti. Pour moi, les sens, c'est comme toi, hein, c'est le plus important, mais je trouve que ça peut soit décupler le plaisir, parce que du coup, on va dire, il y a les bons éléments qui vont bien au bon moment, soit à l'inverse, te sortir complètement du truc, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans un... Bah, déjà, le savoir, je pense que c'est hyper important. Une fois que tu en as pris conscience, ça change beaucoup de choses. Et pareil, je pense que tu peux soit décupler en instaurant des petites choses, typiquement enlever un sens, typiquement te cacher les yeux, avoir les yeux bandés, etc. Et te focus sur des sensations, des sons et des sens qui sont plus importants pour toi. Ou au contraire, faire totalement l'inverse et te dire, c'est quoi typiquement le son d'une horloge qui tourne.
ça va être un truc qui est impossible ou un bruit de fond que je comprends pas d'où ça vient. Typiquement, t'es dans une chambre, il y a la chaudière qui se déclenche en bas et tu sais pas que c'est la chaudière que t'entends tourner. Moi, typiquement, c'est le truc où je vais me dire attends, c'est quoi ce bruit bizarre? Non, mais tellement. Bah là, tu vois, ça sort forcément du truc. Ouais, c'est vraiment ça. Après, je pense qu'il y a, ça dépend aussi le sens qui est principal et qui est touché chez toi, je pense aussi. Oui, après, même si, et je pense là, même des personnes qui ne sont pas hypersensibles, un truc qui ne leur convient pas sensoriellement parlant, ça peut aussi les sortir, tu vois? Je pense que c'est plus poussé chez les hypersensibles, mais déjà de base, chez des personnes lambda, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Mais peut-être que, par exemple, un type de drap, de matière de drap, si t'es dans un lit, ça va pas toucher forcément quelqu'un, alors que des gens qui sont hypersensibles disent, ouais, ça, genre, ah non, ça va pas du tout. Ouais, je pense qu'il y a des... C'est exacerbé, en fait, comme vraiment la base de l'hypersensibilité, quoi. Carrément. Après, je voulais pas qu'on fasse passer le message de, en fait, il faut, l'ambiance parfaite avec la musique parfaite, l'odeur parfaite. En fait, non, c'est pas forcément ça non plus. Je pense que justement, il faut apprendre à pas passer outre parce que c'est important d'avoir des ressentis et d'être focus dessus. Mais justement, moi, je pense qu'il faut plutôt apprendre à se focus sur soi et sur le plaisir, etc., plutôt que l'ambiance autour de toi. Et ça, je pense que c'est global à la sexualité en général, quoi. Je m'étais dit aussi pour répondre à cette question, pour moi, il y a l'empathie. Quand, tu ressens exactement tout ce que ressent ton partenaire, bah, c'est des fois difficile parce que si tu te dis: «Ah là, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il a fait tel mouvement au niveau de ses yeux, c'est comme il avait un malaise ou quoi, enfin qu'il y a quelque chose qui le gênait». Mais du coup, en fait, là, tu plus dans le moment, c'est comme si tu regardais l'autre et puis toi au-dessus, quoi. Bah, je pense qu'il y a ce truc, pareil dans la sexualité en général, où t'as ce rapport à l'autre, parce là on parle de relation à deux ou à plusieurs, mais déjà cette relation à soi tout seul, et en fait là tu vas être dans mais qu'est-ce que l'autre pense, mais qu'est-ce que l'autre ressent, comment il me voit, comment il me visualise, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, etc. Et même si la sexualité à deux ou à plusieurs c'est un échange entre deux personnes, il y a toi aussi dans l'histoire. Et quand tu es hypersensible, tu as tendance à projeter ce que l'autre va ressentir, penser, imaginer, alors que déjà pas forcément, cette personne n'est pas forcément en train de penser ça. Et des fois, tu vas... les signaux qui sont là pour toi, c'est pas forcément des signaux que la personne envoie dans ce sens-là. Typiquement, je sais pas, quelqu'un qui va... là, on parle de sexualité, mais qui va souffler, c'est pas forcément parce qu'il passe pas un bon moment et parce qu'il s'ennuie, quoi. C'est peut-être totalement autre chose, mais toi, tu vas l'analyser comme ça. Et je pense que du coup, il y a vraiment ce truc qu'il faut essayer d'adoucir, entre guillemets, quand t'es dans une relation à ce moment-là, en tout cas. Et aussi d'oser communiquer, en fait. Parce que, c'est très possible de dire, à son partenaire ou sa partenaire: «Là, tu souffles. Est-ce que c'est parce que tu te fais chier ou est-ce qu'il y a autre chose?» Je pense que de toute façon, la communication dans la sexualité, c'est hyper important, mais encore plus quand t'es dans une... Toi, t'as une hypersensibilité de ton partenaire, ou inversement, s'il y a ça dans la relation, de pouvoir verbaliser que toi, peut-être, ça te renvoie quelque chose qui est pas OK avec toi, et d'expliquer que c'est aussi pas la personne, c'est vraiment toi qui ressens ça, et que du coup, bah, explique-moi pourquoi tu fais ça, pourquoi moi je ressens ça, et comment on peut passer à autre chose pour que la relation ne soit pas un peu embrumée par l'empathie que tu peux avoir, quoi. Et je trouve ça difficile parce que parfois, quand tu es dans l'acte, tu peux très bien te dire: «Non, mais attends, je vais pas lui demander ça, ça va le sortir du truc, ou alors il va me prendre pour une tarée, ou alors il va se dire que je machin». Alors que non, mais sauf qu'en fait, il faut l'essayer, enfin, on va dire essayer de le faire pour s'en rendre compte. Faut que le ou la partenaire soit assez ouvert ou ouverte, tu vois, pour le faire aussi, enfin pour, recevoir ça. Et je sais que parfois ça peut être compliqué. Du coup, en fait, le mental est beaucoup plus présent que le corps, alors que Alors que ça devrait pas. Pas tout le temps, en tout cas. Après, on a tendance aussi à dire que l'hypersensibilité et la sexualité, c'est que physique, par exemple. Il y a des gens qui vont dire ça, alors qu'en fait, c'est aussi une majorité de mental. En fait, faut pas tomber dans les extrêmes, je pense. De dire non, mais la sexualité, c'est que du sexe, c'est des hormones, du physique, etc. Ou au contraire, dire non, c'est que mental, c'est que de la connexion, c'est que vraiment un feeling entre deux personnes. Je pense que l'un et l'autre, c'est pas vrai, c'est pas bon, qu'il faut trouver un juste milieu. Après, je pense que pour les hypersensibles et les relations où il y a de l'hypersensibilité, la jauge est pas la même, en fait, juste. C'est juste vraiment un placement de curseur qui est différent.
C'est exactement ça. Moi, je vois bien, j'adore ce terme de curseur, en fait, parce que c'est vraiment si le curseur, il est placé au bon endroit, ça peut être ouf, tu vois? Mmh. Ah non, je pense que vraiment c'est ça et aussi la difficulté de se recentrer, tu vois, sur soi. Bah, justement, il y avait une des questions qui était: «Pourquoi est-ce si difficile de se centrer sur son propre plaisir?» Alors, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a le plaisir solitaire quand de la masturbation et cetera et le plaisir seul que tu prends alors que tu es dans une relation avec quelqu'un, donc dans un moment à 2 ou plus. Je pense que c'est déjà de base difficile. En fait, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui est déjà tellement tabou, il y a tellement de couches, en fait, à enlever pour des personnes qui sont pas hypersensibles déjà, que si en plus tu rajoutes l'hypersensibilité, c'est une «grosse couche» entre guillemets où il faut apprendre à gérer ses émotions, son plaisir, ses ressentis, et cetera, avant d'accéder aux couches un peu inférieures, on va dire, et d'aller à la source qui est vraiment soi et le plaisir. Tu peux justement nous lister les couches? C'est toujours difficile parce que je pense que c'est aussi sociétal, entre guillemets. C'est ta construction sociale, c'est comment tu as été éduqué, typiquement. La religion aussi, ça peut être une couche au niveau de la sexualité qui est difficile à faire sauter parce que tu as été éduqué avec des valeurs qui sont pas forcément celles que tu vas avoir par la suite, etc. Mais je pense qu'il y a tout un truc un peu d'oignon à éplucher, entre guillemets. Cette image-là de dire, faut que je retire telle couche bon, bah, je peux pas retirer celle-là, c'est un peu difficile, donc je vais peut-être essayer de retirer une autre couche. Mais il y a la société, la famille aussi, parce qu'on pense qu'on n'inclut pas notre famille dans notre sexualité, alors qu'en fait, toute notre sexualité, on la base sur comment on a été éduqué et notre parcours de vie. Quand on dit, typiquement, mes autres relations, c'est passé, c'est terminé, j'y pense plus, etc. C'est faux. Dans la sexualité, tu te construis sur toutes les relations que tu as eues avant, bonne ou mauvaise. Tu vas garder des expériences de ces moments-là, c'est ta façon de te construire. Tu peux dire ce que tu veux, entre guillemets. Ça n'empêche pas que ta sexualité, comme le centre, ta base, on va dire l'oignon cru, bah, il a été construit, il a poussé avec tout ça. Et c'est pas quelque chose que tu as du pouvoir dessus, mais il y a quand même une base qui a été là et qui est faite par autrui, que tu peux pas construire seul, entre guillemets. Et le transgénérationnel en plus. Ouais, bah ça c'est un sujet qu'on aborde, je trouve pas très souvent, notamment en sexo, et qui est assez important parce qu'il y a cette grosse barrière, ce gros tabou de sexualité et famille, ou sexualité et enfance, sexualité et petite enfance. C'est des choses où sociétalement c'est assez mal accepté de parler de la sexualité de l'enfant, de la masturbation de l'enfant, etc. Alors que c'est des choses qui sont étudié et qu'on a mis en place et qu'on a vraiment pu étudier depuis des années. Mais c'est quelque chose qui n'est pas accepté, entre guillemets, quand on dit ça, par le grand public. Alors que la sexualité, déjà, c'est pas sale. Et en faisant ça, en mettant encore plus de tabous, en disant non, moi, je veux pas du tout aborder ces sujets-là, je trouve que c'est encore mettre des couches à chaque fois sur notre sexualité. On peut parler de sexualité et d'enfance et de sexualité et d'éducation sans que ce soit sale et sans que ce soit problématique en fait. On voit toujours le mauvais côté de ça, alors qu'en fait il y a aussi des bons côtés à prendre. Et quand tu grandis dans une famille par exemple où on parle de sexualité, où on t'explique les choses, c'est prouvé qu'une fois adulte, notamment chez la femme, il y a beaucoup moins de problématiques. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de se centrer sur son propre plaisir en solo ou en duo, trio, enfin en tout cas avec d'autres partenaires? Je pense que c'est plus facile de le faire déjà en solo. Je pense que c'est plus comme un parcours, en fait. Les choses que tu apprends tout seul ou toute seule vont être plus faciles parce qu'il n'y a que toi. T'as pas ce miroir de l'autre, en fait, où on va te renvoyer des émotions, comme tout à l'heure on disait, genre un soufflement ou une réaction. T'as pas ça à étudier. Donc déjà, t'enlèves ce poids-là, en gros. Et surtout en sexualité, je pense que se centrer et apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître là où tu ressens du plaisir, apprendre à reconnaître les signes, les choses qui te font du bien ou non, ça s'apprend déjà seul, à mon sens, pour après le retranscrire dans une relation à deux. Parce que sinon, il y a ce truc qu'on a du mal parfois à mettre des mots dessus, mais c'est pas l'autre qui va t'apprendre 100% de ta sexualité. Comment ton corps fonctionne, même si l'autre peut t'aider à te découvrir, etc., c'est pas très sain que ça soit entièrement quelqu'un d'autre qui t'aide à te découvrir. C'est hyper intéressant parce que, on peut justement se dire, bah, si je rencontre, un ou une partenaire qui est plus expérimentée, bah, elle va tout m'apprendre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça.
Et je pense qu'il y a alors, bien sûr qu'il y a des relations hyper fusionnelles où tu vas t'éclater dans ta sexualité, tu vas être trop épanoui, tu vas apprendre plein de choses, etc. Ça va être top pour toi et tu vas hyper développer toute ta sexualité, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc de apprendre à se connaître soi, euh, encore plus chez les hypersensibles parce que c'est le rapport à soi, vraiment à comment je gère mes émotions, surtout dans la sexualité quand elles sont décuplées par les hormones, par le plaisir, etc. De ah ok, donc moi je vis ça à ce moment-là, c'est bien ou c'est pas bien, selon ta jauge de plaisir, etc. Si j'arrive à déjà comprendre comment ça fonctionne, tu sais, c'est toujours ce mécanisme de comprendre comment le corps fonctionne, comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne quand t'es hypersensible. Après, je vais pouvoir le retranscrire sur autre chose dans une relation à deux. Et c'est plus complexe. Ah oui, c'est sûr que c'est plus complexe. Parce que t'as tout l'autre, en fait, à prendre en compte, quoi. D'où la communication une fois de plus. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce truc qu'on met pas souvent en lumière, mais d'avoir l'impression de si tu prends du temps pour ta sexualité seule à toi-même, c'est cacher quelque chose à l'autre. Ce truc de dire, ah, si je me focus sur moi, sur mon plaisir, etc., ah, peut-être que ça va gêner l'autre. C'est toujours dans l'anticipation de l'autre, en fait, finalement. Parce que cette problématique-là, tu l'as moins chez des personnes qui vont être célibataires. Alors que des personnes qui vont être en couple et qui vont se centrer, qui vont avoir des moments de masturbation ou juste de réflexion autour de leur sexualité, il y a ce truc de ah, comment l'autre va prendre ça. Oui, ou même de se dire, si j'ai une sexualité solo alors que je suis avec, un partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, alors que pas du tout. Mais ça aussi, c'est hyper culturel, que les hommes, ont une pratique solo, les femmes pas, enfin Mais ça, c'est vraiment ancré dans notre société, dans les films, dans peu importe quoi, en fait, à cette culture de bon, bah, un garçon qui se masturbe à 15 ans, c'est normal. Tu sais, on a tous ce truc de oui, bon, bah, il a 15 ans, il est jeune, nan, nan, faut que nan, jeunesse se passe. voilà, faut que jeunesse se passe, etc. Mais en fait, les filles, c'est pareil. Et c'est vraiment un truc qui est ancré dans notre société et dans notre façon d'éduquer les enfants. Et ça se passe à l'adolescence ou même, plus tard, en fait. Pour moi, c'est 2 choses différentes, en fait, la sexualité solo que la sexualité, partagée. Bah, complètement, je pense qu'il y a ce truc d'apprentissage de soi, en fait, qu'on donne pas. Pour moi, c'est comme si tu avais une clé qui ouvrait plein de portes différentes. Et en fait, la première porte à ouvrir, c'est la tienne. Sauf qu'on t'apprend pas ça. Donc tu vas arriver avec ta petite clé, tu vas aller essayer d'ouvrir plein de petites portes, et puis tu te dis, c'est marrant, ça s'ouvre, mais ça s'ouvre pas bien. Faut que je force la porte pour que ça marche bien. Le truc n'est pas fluide. Alors que si on te donne la clé et on dit, déjà, il faut que tu ouvres cette première porte-là, et que la porte s'ouvre bien, correctement, parfaitement, tu peux la rouvrir, la fermer, etc. Bizarrement, toutes les autres portes vont bien s'ouvrir après. C'est une super image. Du coup, toi, c'est ce que tu conseilles à on va dire, est-ce que tu conseillerais à tous les ados ou toutes les personnes, avant leur première relation sexuelle d'ouvrir leurs portes, si on garde la métaphore? Bah, je pense que c'est déjà assez naturel et on l'oublie ça que physiquement, physiologiquement, on sait tous. Alors, le terme masturbation, on a tendance à l'associer à des images qu'on voit dans le porno. Alors qu'en fait, il y a plein de formes de masturbation différentes et la masturbation mentale, c'est aussi un type de masturbation. Et biologiquement parlant, à part les personnes qui vont être asexuelles, tout le monde s'est déjà masturbé mentalement, physiquement, de la petite enfance, parce qu'on considère que c'est très très tôt, au moment où tu as ta vie sexuelle avec d'autres partenaires en fait. Donc je pense que c'est là, c'est quelque chose qui est présent. Il faut juste déjà identifier si tu en as besoin ou non, ne pas avoir honte si c'est un besoin, entre guillemets. On oublie que, alors l'être humain, c'est un animal, hein. On est fait. Alors je sais que ça fait parfois un peu sauter en l'air parce qu'on va dire, on n'a pas, notamment par exemple, si quelqu'un ne veut pas d'enfant, une femme, on va avoir cet argument de dire c'est son choix. Oui, bien sûr que c'est son choix. Moi, la première, j'ai pas d'enfant, j'ai 31 ans, c'est pas une envie ou un besoin, mais en fait, physiologiquement, le corps humain, on est fait pour se reproduire et perpétuer l'espèce comme tous les autres animaux, en fait. Donc il y a quand même ce besoin primaire de reproduction, entre guillemets, qu'on oublie un peu. Donc du coup, quand dans la pyramide de Maslow, il note sexualité, c'est pas sexualité, c'est entre guillemets «reproduction». Reproduction, ouais. OK, bah, ça change la donne, en fait. Parce que du coup, il y a plein de gens qui complexent parce qu'ils ont des difficultés dans leur vie sexuelle et qui se disent: «Mais attends, du coup, mon besoin primaire, en gros, je le nourris pas ou je suis pas capable de nourrir celui de mon ou ma partenaire, quoi».
Ouais, alors que c'est vraiment les animaux, il y a très peu d'animaux qui se reproduisent pour le plaisir, qui s'accouplent pour le plaisir, quasi pas en fait. Il y en a qui sont proches de nous qui le font. On oublie parfois qu'on est aussi un animal et que ce besoin, il est ancré depuis le moment où on est en fait jusqu'à la fin de notre vie. La sexualité, elle nous accompagne autant que la santé en général en fait. Mais du coup, c'est hyper intéressant que tu reviennes à la petite enfance et à l'enfance parce que, moi, c'est très souvent que je peux entendre, des amis ou même, des patients qui me disent: «Oh, mais du coup, je sais pas comment réagir quand je vois mon enfant, en gros, qui a une ce qu'on pourrait appeler de la masturbation quand on est adulte, mais sur le coup, lui, il sait pas ce qu'il fait, quoi». Bah, c'est toujours ce truc, tu vois, on disait que c'est pas sale. En fait, non, c'est un besoin primaire qui est en fait un apprentissage du plaisir. Les enfants font ça parce que ça leur procure du plaisir, mais c'est pas avec une arrière-pensée sexuelle que nous, en tant qu'adultes, on va avoir. Alors, je schématise un peu beaucoup, ça vulgarise beaucoup, mais si tu manges un bonbon et que ça te fait plaisir, pourquoi t'en manges pas un deuxième? En fait, quand on est face à des parents ou des enfants à cet âge-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste accompagner l'enfant, expliquer. Il y a des termes, etc. On va pas rentrer dans vraiment la psychologie, etc. Mais il faut juste accompagner l'enfant, lui dire ça tu peux le faire, mais tu peux le faire pas devant quelqu'un d'autre. Et ça va être aussi un peu plus tard, vers 6-7 ans, expliquer tout ce qui est, enfin, alors on peut l'expliquer plus tôt, mais sur vraiment la sexualité, le consentement. En fait, tu peux inclure à chaque fois une éducation qui est ultra importante pour la vie d'adulte. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a tendance à mettre de côté et qui est vraiment un problème dans notre société, c'est ne pas éduquer à la sexualité parce qu'on pense que c'est pas des choses de leur âge. Tu vois ce que je veux dire quand on dit faut pas d'éducation sexuelle, faut pas d'éducation à la sexualité en petite section ou à l'école primaire, etc. En fait, on va pas apprendre, et ça je trouve que c'est hyper important à dire, on va pas apprendre aux enfants les positions du Kama Sutra. On va leur expliquer qu'est-ce que le consentement. Et je trouve que c'est tellement différent et tellement important pour ta construction après, en fait. Ben en fait, ça enlève plein de tabous, plein de croyances et plein de blocages. En fait, à ne pas éduquer, on crée plein de problèmes qu'on n'aurait Bah, pas, en fait. parce que les gens «s'éduquent» entre guillemets tout seuls, avec les vidéos, qui ont, des avantages et des inconvénients, en se disant: «Bah, en fait, peut-être, bah, comme tu disais, si dans l'éducation, dans la religion ou quoi, bah, ça rajoute des couches, bah, on peut se dire: «Bah, c'est sale» ou «Non, faut pas le faire» ou et cetera, ou «Faut le faire que pour se reproduire». Mais tout ça, ça rajoute, énormément de complications sur un truc qui peut être juste, en fait, comme tu dis, on est animaux naturels. Voilà, et il y a ce truc vraiment de tabou, et il y a aussi cette problématique qu'on rencontre, enfin moi que je rencontre beaucoup dans les personnes qui viennent me consulter. J'ai été éduquée comme ça. La puissance de cette phrase, j'ai été éduquée comme ça, pour plein de sujets. Et je pense que quand tu percutes à quel point cette phrase-là, elle peut t'impacter dans n'importe quel domaine de ta vie, notamment la sexualité, j'ai été éduquée à pas en parler. Chez nous, c'était tabou. Nous, on parlait pas de ça. Moi, on m'a jamais parlé de ça. Ces phrases-là qu'on entend et qui sont d'une puissance, en fait, énorme, qui ne devraient pas avoir lieu d'être, en fait. Bah, c'est là où c'est intéressant et du coup, je sais qu'avec la PNL, on va beaucoup travailler sur ces croyances qui peuvent être limitantes, en fait, si les personnes ont envie de les changer, hein, bien sûr. Et c'est là où, bah, je trouve que c'est important, des fois, de pouvoir être accompagné, par différentes personnes. Alors moi, clairement, je pense qu'il y a pas qu'une personne qui peut aider quand on a des blocages, intimes. Au contraire, il faut plusieurs personnes parce que chaque personne va travailler avec un axe, enfin, un axe différent, en fait, tout simplement. Bah, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ont du vaginisme, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait les muscles du périnée qui se bloquent et qui empêchent toute pénétration. Donc, que ça soit externe ou que ce soit même un doigt, un tampon, etc., la pénétration n'est pas possible. C'est vraiment, soit il y a des causes physiques, et ça, on le trouve souvent très vite avec un rendez-vous gynéco, et c'est très peu de pourcentage du vaginisme en général, soit c'est des blocages psychologiques. Et ce truc-là, en fait, on va le prendre de manière pluridisciplinaire souvent. C'est-à-dire on va faire un travail avec une sage-femme, avec des dilatateurs, où là, c'est vraiment mécanique sur le corps anatomique. Et on va faire des travaux avec des sexothérapeutes, des psychothérapeutes, pour aller chercher pourquoi ton corps déclenche ça. Et là, c'est là que, tu vois, le travail pluridisciplinaire peut être important, en fait. Carrément. Bah, pour avoir, alors moi, on m'avait diagnostiqué du vaginisme
Bon, il s'avère que ça n'en était pas, mais du coup, donc l'importance aussi d'avoir, de voir plusieurs médecins parce que chacun ne dira pas forcément la même chose et du coup, j'avais été voir sexothérapeute, kiné et la kiné m'avait vraiment aidée et psychologue. Ouais, c'est vraiment un accompagnement, global, en fait. J'avais essayé le transgénérationnel, en fait, voilà et je trouve que chacun a pu m'aider, à sa manière, là-dessus, quoi. Donc tu raison, physique et mental. Il y avait justement une autre question qui était comment réussir à lâcher le mental? Parce que les hypersensibles ont un mental, d'ailleurs pas que les hypersensibles, mais qui cogitent énormément et comment arriver à poser le cerveau dans le moment intime, justement pour se reconnecter au corps? Est-ce que toi tu as des méthodes? La problématique là, c'est une problématique qui est hyper dure à aborder parce que le mental va prendre le contrôle de tout. C'est-à-dire que quand tu es je trouve pas le mot en français, mais en overthinking tout le temps, que ton cerveau bouillonne un peu et que tu vas penser, à la liste des courses, à ce qu'il y a à faire demain, à ton rendez-vous, à est-ce que les enfants ont piscine à 13h ou 14h? Est-ce que je fais à manger demain? Est-ce qu'il reste des œufs dans le frigo? Ton cerveau, il peut pas se concentrer sur autre chose que ça. Alors ça, il y a déjà la charge mentale des femmes en règle générale, je pense que c'est hyper important, mais quand tu es hypersensible, il y a cette double, voire triple couche. Bah, c'est quoi ce bruit? Ah mais attends, ça me gratte. Mais est-ce que tu crois qu'il est bien? Mais cette odeur, c'est quoi? Je la reconnais pas, d'habitude, il a une autre odeur. Exactement. Et tous ces petits signaux-là, en fait, ton cerveau va commencer à suranalyser des choses qui ne devraient pas l'être, entre guillemets. Et moi, je pense qu'il faut apprendre doucement, pas à ne pas entendre ces signaux-là ou ne pas les voir, mais à réduire leur impact sur la personne qui les ressent. C'est-à-dire, typiquement un bruit, si ça te prend 2 secondes de dire: «C'est quoi ce bruit?» Peut-être c'est ça. Bon bah OK, alors peut-être que c'est ça, ce bruit. Je sais pas ce que c'est. Je verrai ça plus tard, si ça peut aider au fonctionnement du cerveau. Mais pour l'instant, ça ne me regarde pas, je vais me concentrer sur ça. Toujours essayer de se refocus sur ce qu'on est vraiment en train de vivre et l'instant présent, malheureusement, c'est pas tout le temps le cas, on va pas se mentir, c'est même très difficile à faire, mais vraiment essayer de se focus sur ce qu'on est en train de faire et ne pas laisser vraiment son cerveau fuser dans tous les sens. Et je pense que des fois, on peut être un peu roublard avec son cerveau, lui dire écoute, tu me fatigues un peu là, je vais trouver des échappatoires pour pas y penser à ce moment-là. Et si l'échappatoire, c'est se dire bah je verrai ça après, bah c'est pas grave, tu vois. De pas se culpabiliser de d'avoir tous ces stimuli extérieurs qui arrivent parce que c'est comme ça, c'est ta personne, t'es comme ça. Mais après, je pense qu'on peut essayer de faire un petit cocon mental pour que ça n'arrive pas. Alors ça peut être des choses très techniques, typiquement, s'il y a vraiment une matière de drap que t'aimes pas, n'achète pas ces draps-là, ou ne fais pas ça à cet endroit, etc. Si tu sais qu'il y a des bruits qui vont te parasiter, est-ce qu'une musique que t'aimes bien, ça va pas t'aider à te concentrer? Il y a aussi ce truc de créer des petits rituels aussi qui peuvent aider en général, je pense. Oui, il y a des personnes aussi qui disaient qu'elles aimaient bien se faire masser avant, parce que ça les détend. Après, Ça va t'aider à te reconnecter aussi. carrément. Mais je pense que c'est vraiment comme tu dis, se comprendre. Moi, je dis toujours, c'est trouver son propre mode d'emploi parce qu'en fait, du coup, si tu te connais, tu sais que tu as beaucoup de charge mentale, bah, peut-être il y a des gens qui vont se dire: «Faut que je fasse tout avant et après, je suis détendue» ou alors de se dire: «Bon, bah, je sais que de toute façon, j'aurai toujours plein de trucs à faire, mais ça n'empêche pas qu'on peut se trouver un moment, quitte à ce qu'il dure pas 4 heures, sinon ça devient stressant» et puis voilà. Mais là, c'est se connaître, en fait, comme connaître son corps. Ouais, et je pense que ça, faut aussi le discuter avec son partenaire. Parce qu'il y a ce qu'on ressent, mais il y a aussi les besoins, les envies de l'autre. Et peut-être que typiquement l'autre a pas envie de passer 45 minutes avant à détendre l'atmosphère pour faire un câlin, etc. Mais c'est important de mettre des petites choses en place, je pense. Des petites choses qui sont rassurantes pour l'autre, comme des choses un peu doudou. Mais bah ouais, ça peut être des choses toutes simples, une playlist. Ça peut être bah, les draps, mettre des matières que t'aimes bien. Si t'es pas à l'aise d'avoir une sexualité en dehors d'un lit, le faire dans un lit. C'est des petites choses vraiment qu'on pourrait penser basiques, mais qui en fait ont un énorme impact sur la sexualité. Diffuser des huiles essentielles qui sont apaisantes. Et après, ton cerveau va associer, entre guillemets. Ah bah s'il y a cette odeur dans cette pièce, c'est que je peux un peu réduire et me focus sur autre chose, quoi. Je pense que c'est hyper important. Oui, c'est qu'en fait, c'est une façon de faire des ancrages.
De te dire, bon, bah, s'il y a telle ambiance, en fait, c'est bon, c'est cocooning et comme tu disais, même si le partenaire, il veut pas forcément, faire du massage, mais la personne, rien ne lui empêche de se faire un automassage pour elle aussi se mettre en condition. Et puis oui, je pense que s'ancrer, c'est hyper important dans le moment. Moi, je sais que je le faisais pour toute autre chose, mais j'avais par exemple des angoisses le matin au réveil ou le soir quand j'allais me coucher et j'avais personne sous la main pour me faire un massage. Écoute, ça arrive ou ton partenaire a pas envie de le faire. Et moi, j'essayais des méthodes qui sont relatives à de l'hypnose ou de la respiration. C'est que j'essayais de ressentir le poids de chaque partie de ma peau sur les draps. Ou d'imaginer que quelqu'un me faisait un massage vraiment, donc qui partait des pieds et qui remontait petit à petit, etc. Vraiment de se focaliser dessus et de l'imaginer. Des fois, tu as les mêmes ressentis physiques que si quelqu'un le faisait vraiment. Parce que tu arrives à... Et c'est là qu'on dit qu'on peut roublarder un peu le cerveau. C'est dans le sens où, bah après ça, t'es vraiment détendu alors que personne t'a fait de massage. En soi, personne n'a été détendre la fibre du muscle où t'avais des problématiques, mais toi, tu le ressens. Ah mais la visualisation, c'est hyper puissant, hein. Et je pense que ça, pareil, on n'apprend pas assez. On n'en parle pas assez, que ça soit à l'école, dans d'autres formats, en fait, qui vont impacter aussi ta sexualité. Toi, du coup, dans tes accompagnements, tu reçois beaucoup de couples dont l'un ou l'autre est hypersensible? Non? Je n'ai jamais quasi de coups. Ah, c'est toujours la personne qui vient en solo? C'est toujours la personne qui vient en solo parce que, alors après, moi, je suis spécialisée, donc je prends beaucoup de femmes en général. Et le peu de cas où j'ai eu, c'est des femmes qui posaient des questions pour leur mari ou pour leur conjoint. C'est-à-dire qu'elles prenaient encore cette charge mentale et sexuelle du couple. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on retrouve beaucoup, je trouve. Ouais, que le sexe devient, un poids, une charge mentale pour la femme plus que pour l'homme, du coup? Ouais, je pense vraiment. J'aimerais dire que non, mais je pense que vraiment c'est un point hyper important sur cette problématique-là. Je pense pas que ça veuille dire que les hommes sont plus épanouis dans leur sexualité. Pas du tout d'ailleurs. Je pense que eux aussi ont une construction sociale qui fait que, et sociétale, il y a cette pression de les hommes prennent du plaisir, il n'y a pas besoin de parler de sexualité, ce truc de la performance, etc. Mais il y a aussi le côté vraiment physique où c'est rare qu'un homme n'ait pas d'orgasme pendant un rapport sexuel. Alors que le pourcentage pour les femmes est énorme comparé à ça. Et du coup, je pense que là, ça crée des gros déséquilibres par contre. Oui, puis du coup, cette charge mentale vient en plus ajouter, bah, au fait que quand tu es dans l'acte, tu arrives pas à lâcher. Parce que tu te dis, faut que je le fasse, faut que je le fasse jouir, faut que je la fasse jouir. C'est encore une couche à l'oignon, hein, clairement. Il y a une question qui était: comment se connecter à son partenaire? J'allais dire ça va dépendre du partenaire. Mais je sais pas là pareil si on touche l'hypersensibilité ou en général. Non, pour moi, alors on peut avoir des tips qui effectivement parleront peut-être plus aux personnes hypersensibles. Je pense, bah, comme tu disais, aux huiles essentielles. Moi, j'ai trouvé un jeu que je trouve super chouette, enfin un jeu, oui, c'est un petit jeu de cartes sur l'espace du couple, je le mettrai dans les références du podcast. En fait, c'est des questions que tu poses, à ta partenaire et qui permettent d'ouvrir le débat sur des sujets hyper intéressants. Ça peut être, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Quand on se dispute, qu'est-ce que tu aimes que je fasse? Je pense qu'il y a vraiment des on reste toujours dans la communication, en fait. Je pense qu'il y a des moyens physiques aussi, typiquement, par exemple, un massage où tu pas obligé de parler, qui sont hyper importantes selon les personnes. Ça, c'est toujours pareil. Je pense il faut échelonner un peu, enfin, faut mettre un curseur selon les personnes sur, ce qui nous touche ou pas. Par exemple, moi, je sais que le toucher, c'est-à-dire le contact physique est hyper important pour moi. Si je vois pas la personne très longtemps ou, si vraiment, physiquement on n'est pas proche, moi, ça va me perturber, par exemple. Il y a des gens pas du tout. Il y a des gens qui ont pas du tout besoin de contact physique et cetera. Moi, c'est quelque chose qui va vraiment profondément me manquer et c'est un truc dont j'ai besoin pour vraiment me reconnecter à l'autre. Mais je pense qu'il y a toute une phase aussi, et notamment pour les hypersensibles, qui là peut être plus intéressante, de questionnement, etc., de faire des petits exercices qui sont pas forcément centrés sur un moment sexuel à proprement parler, où il va avoir un rapport vraiment sexuel, mais sur ce qu'il peut avoir autour. Typiquement, demander à l'autre, moi il y a un exercice que j'aime bien, c'est faire un portrait chinois de sa sexualité, que je trouve hyper cool et qui peut être hyper enrichissant pour l'autre à lire et à s'échanger en fait. Typiquement avec des questions, bah, si ta sexualité était une couleur, ça serait laquelle? Et selon la réponse des personnes, tu peux vraiment amener des discussions. Et tu peux amener ça de manière plus légère, si c'était un dessert.
Et là, les réponses vont être à analyser, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est être dans l'échange. Et ça va amener des questions que tu poserais pas un truc lambda, mais qui peuvent être hyper intéressantes. Si ta sexualité avait un animal totem, c'est des petites choses bêtes, mais est-ce que t'es plutôt un gros chat patapouf un peu roux et un peu enrobé, ou est-ce que c'est plutôt une panthère, tu vois? C'est des choses qui sont pas forcément centrées sur le physique, mais qui peuvent amener des questionnements après sur la sexualité et des échanges avec l'autre qui, je pense, sont hyper importants. Et justement, de prendre ça comme un jeu, je trouve ça intéressant parce que ça enlève cette pression et ça me gêne d'en parler, etc. De tourner ça comme un jeu à l'apéro, c'est trop cool, quoi. Bah, je pense qu'il y a aussi ce truc de vraiment pression de peut-être je vais dire un truc qui va pas plaire et qu'il faudrait enlever ce ça va pas plaire. En fait, ça va pas plaire à l'autre. C'est un peu ce truc de quoi on devrait juger la sexualité de l'autre. Alors forcément, quand on est dans une relation à deux, il faut respecter le consentement de chacun de ce qu'il aime ou non, faire ensemble. Mais ce qui est de base aimé par telle ou telle personne, ça va pas être jugé en fait. C'est tes propres envies, tes propres besoins, que ça soit des fantasmes ou des pratiques, c'est pareil, ça découle de plein de choses dans ta vie. Et juger ces pratiques-là, c'est aussi juger tout le reste, la personne en soi. Et je pense que ça, c'est hyper important, notamment dans des couples où il y a l'hypersensibilité, de pas amener ce jugement sur l'autre. Alors, bien sûr que ça peut amener des questionnements, je sais pas, quelqu'un qui aime certaines pratiques BDSM, où l'autre personne va se dire, mais c'est bizarre, mais pourquoi t'aimes ça, je comprends pas. Même si la personne va se poser des questions, il faut amener les questions d'une certaine façon, sans jugement. C'est-à-dire, typiquement, une pratique BDSM, peu importe laquelle. Si toi tu trouves ça bizarre, si peut-être tu trouves ça un peu sale, etc., ne le verbalise pas comme ça à la personne. Parce que tu vas juger tout ce que cette personne essaye de t'apporter, de t'expliquer, mais tu peux lui demander, ah bah je connais pas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ressens du plaisir à faire ça? Ça change complètement la donne sur la manière d'aborder les choses pour l'autre personne, en fait. Et même pour toi, tu vas voir ça comme un truc déjà très négatif de base, parce que tu as ton propre jugement que tu as construit avec toute ton histoire, et l'autre, c'est une complète autre histoire, en fait. Et je pense que la sexualité dans un couple ou plus, c'est réussir à apporter ces deux histoires pour en former une nouvelle. Non, mais c'est vrai, et je pense que c'est hyper important, comme tu dis, d'être déjà d'oser dire sans avoir peur du regard de l'autre. Parce que souvent, alors la suradaptation, c'est quelque chose qu'on voit chez de nombreux hypersensibles. Et du coup, bah, peut-être que tu vois, dans ce jeu de questions-réponses ou même dans l'acte, de dire ou de faire des choses en fait qui correspondent pas vraiment à la personne, mais plus pour plaire. En fait, ça fonctionne pas sur le long terme, ça fonctionne pas, en fait, même sur le court terme d'ailleurs. En fait, vraiment, la suradaptation, je pense que c'est un des gros problèmes de l'hypersensibilité dans la sexualité, c'est-à-dire vouloir faire plaisir à l'autre et pas à soi. Dans la sexualité, il y a cette part de je vais faire quelque chose que t'aimes bien parce que je t'aime, parce que j'ai envie de te faire plaisir, parce que je vois que tu prends du plaisir. Ça va, c'est ok jusqu'à un certain point. Bah, c'est OK dans la mesure où ça me plaît de te le faire. Voilà, exactement. Et où ça crée pas soit de la frustration, soit de la colère, soit des ressentis qui sont pas ok, comme le fait de se sentir sale ou le fait de pas être ok avec ce que tu es en train de faire. Même si le consentement est là, ça vient toucher aussi quelque chose qui est important et qui est de l'ordre de soi, en fait, de ta personne. Et le respect que tu as pour ta personne et le respect que tu mets dans tes besoins, tes ressentis, on peut faire plaisir à l'autre sans aller trop loin pour soi. Moi, il y a un truc que je remarque aussi chez les personnes hypersensibles, c'est qu'en fait, la suradaptation, c'est tellement naturel chez elles qu'elles me disent: «En fait, je sais même plus qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux». Ouais, c'est un truc qui est vraiment hyper ancré chez les personnes hypersensibles. Et souvent, ça va être des personnes qui vont avoir des phases d'un coup. C'est-à-dire, tu suradaptes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et d'un coup, tu as un gros down de mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est la sexualité, mais je pense que c'est partout. Mais c'est aussi présent dans la sexualité, c'est bah, en fait, je sais pas si j'aime ça, mais moi, j'aime quoi? Mais est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que c'est mes besoins? Et je pense que c'est là où on revient à ce qu'on disait au début, apprendre à se connaître soi avant d'apprendre à connaître l'autre, se construire soi avant de construire quelque chose avec autrui, c'est hyper important. Oui, parce que du coup, on n'est pas dans la suradaptation, ni dans l'adaptation d'ailleurs. Bah, tu te suradaptes pas avec toi-même. Non, bah non, t'as pas besoin en fait. Vu qu'il y a rien à... Toi, tu peux pas te renvoyer quelque chose qui va pas te plaire. Alors si,
dans le sens où tu peux avoir des complexes autres, des choses que tu vas pas aimer forcément dans ta propre personnalité. Mais ce que je dis toujours, que ça soit pour les complexes ou autres, si on vivait tout seul sur une île déserte, on n'aurait pas de complexe. Il n'y a pas l'autre pour nous en renvoyer. Donc en fait, sur la sexualité, c'est la même chose. Du coup, pour répondre à comment se connecter à son partenaire, déjà, moi, je pense que c'est pas que une connexion. Enfin, la connexion, elle arrive pas que dans le moment intime. Pour moi, la connexion, elle est dans toute la relation en elle-même. Avant, après. C'est pour ça qu'aussi, en rigolant souvent en consultation, je dis que pour les hypersensibles, c'est difficile d'avoir ce qu'on appelle des plans cul. Parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Ben justement, c'est marrant que tu poses la question. Je veux bien que tu développes ton point de vue et je te poserai la question d'après. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 points de vue. Soit tu peux mettre complètement le mental de côté et tu te dis, bah là, c'est juste un plan cul. J'ai pas besoin justement de toute cette suradaptation de l'autre. Et du coup, c'est ok. Je vais prendre du plaisir à ce moment-là. Moi, je pense que ça crée des petites choses, des petits déséquilibres après, en fait. Mais tu peux prendre ce point de vue-là, ou le point de vue de, bah, en fait, je peux pas du tout faire ça avec quelqu'un que je connais pas ou que je connais très peu et où il y a pas de connexion plus que ça émotionnelle, parce que ça m'intéresse pas, parce qu'il y a rien derrière. Mais je pense que t'as les deux balances, en fait. T'as les gens qui, du coup, vont dire, ah, c'est trop, enfin, pas dire comme ça, mais où le cerveau va dire, ouh, j'ai pas besoin de suradapter, génial, je vais pouvoir m'éclater et poser le cerveau, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à tout le reste autour, vu que je vais potentiellement jamais revoir cette personne. Tant pis, j'ai pas besoin elle a pas besoin d'émettre des attentes envers moi. Alors que quelqu'un qui va être plus dans le côté ah mais qu'est-ce qu'il va penser de moi et le prochain encart, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, il y a tout ce truc là. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que l'épisode que j'ai enregistré juste avant, c'était une personne qui me parlait du fait que quand ça devenait sérieux, et bah du coup, elle avait des blocages sexuels alors que avant, pas du tout. Bah parce qu'il y a souvent il y a il faut que je sois à la hauteur maintenant. Il y a plus que moi entre guillemets quand c'est des relations qui sont exclusives, durables, dans le sens où bon bah maintenant il faut que je sois à la hauteur. Et ça c'est un truc qui souvent bloque parce que c'est une grosse pression pour des gens qui sont hypersensibles de se dire son plaisir, sa vie sexuelle, l'importance de cette vie-là, c'est sur moi, sur nous que c'est important. Alors que tu vois, on en revient toujours à la même chose. Si on acceptait un petit peu plus que des gens aient des sexualités aussi solo, bah il y aurait moins cette pression. Ça ferait descendre beaucoup de pression déjà. Ça, ou alors se dire que le couple s'ouvre. Ouais, bah alors ça, je pense que pour des personnes hypersensibles, c'est une charge mentale vraiment importante. Justement, il y aura un épisode aussi à ce sujet où une personne hypersensible témoigne de ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'avais aussi entendu parler du complexe de la Madone et de la Madré ou de la... Non, La mère et la pute, ouais, exactement. en fait, il y a un truc qui est très ancré dans notre société et qu'on retrouve encore souvent, hein, notamment chez les gens qui ont été éduqués dans la religion, souvent. Quand t'entends, alors je vais être très vulgaire, mais je peux la baiser, mais je peux pas la présenter à ma mère. C'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est ce truc de, je peux avoir une vie sexuelle avec un type de femme, les femmes libérées, avec elles, je vais avoir une sexualité hyper épanouie, elle est hyper libre dans sa tête, dans son corps, elle a eu plusieurs partenaires, etc. Mais ça sera jamais la mère de mes enfants. Ça, c'est un truc qui est très très ancré et qui est très violent pour les femmes. C'est quelque chose qu'on retrouve quasi pas chez les hommes et on n'a pas ce truc-là. Il y a vraiment ce truc est très ancré dans la religion. Si on oublie que notre société, on dit ce qu'on veut, mais ça a été une société écrite historiquement dans la religion catholique. Et dans la religion catholique, vraiment dans la construction, il n'y a pas de sexualité hors reproduction. Si on a une sexualité, c'est pas pour le plaisir, c'est pour se reproduire. C'est quelque chose qui est hyper ancré. Et ce truc de la mère et de la putain, c'est vraiment une grosse problématique de notre société, je pense. Ouais, je suis hyper d'accord. Et là, on parle, c'est un homme qui dit je peux pas la présenter à ma mère. Mais je trouve que même pour, enfin, en tant que femme, moi, j'ai déjà pu me dire, avec, entre guillemets, comme tu dis, le plan cul, ben, en fait, on s'en fout. Mais par contre, avec la personne avec qui tu as envie de construire ta vie, bah, tu peux pas non plus te lâcher, tu vois. Alors que c'est pas normal. En vrai, c'est la personne avec qui tu vas construire ta vie, c'est la personne avec qui tu te sens en confiance, etc. Bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc de toujours la sexualité, c'est tabou. Et du coup, bah, on peut pas en parler librement, on peut pas. Alors, j'ai bien conscience qu'on va pas donner le nombre de partenaires sexuels au repas de belle famille le dimanche. Je veux dire, ça regarde personne en soi.
Et c'est aussi beaucoup ce jugement des autres, en fait, parce que ça va être: «J'ai peur du jugement de ma famille, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, mais si cette personne, a telle pratique, bah, comment ça va être vu?» et cetera. Et je pense que ça, c'est un poids, énorme, en fait, la pression des autres. Du coup, si on devait, un peu, synthétiser, genre comment créer sa propre sexualité? C'est tellement vaste comme sujet, je pense qu'il nous faudrait 10 heures. Moi, je pense que c'est vraiment la base, c'est apprendre à se connaître et apprendre à comprendre et en tout cas, même si c'est pas comprendre dans un premier temps, mais déjà entendre ses besoins et ses ressentis, les accepter, peut-être par la suite les comprendre pour pouvoir les amener dans une sexualité à 2. Je pense que c'est vraiment un cheminement, en fait, qu'il y a à faire. Alors c'est sûr que dans notre vie et en plus, ça, on va le refaire à chaque nouveau partenaire. Donc une fois que tu as bien ta base solide, toi, de sexualité qui peut évoluer selon, bah, tes rencontres, ce que tu aimes dans la vie, tes pratiques et cetera, ça, faut le recommencer à chaque nouveau partenaire. Et du coup, quand tu recommences à chaque nouveau partenaire, c'est quand même toi à la base. C'est toi que tu dois construire dans ta sexualité, ton cheminement, etc., avant de l'amener à l'additionner avec l'histoire de quelqu'un d'autre, même si c'est juste un plan cul. Mais c'est toute cette construction-là que tu vas amener avec la construction de quelqu'un d'autre pour créer un moment, alors durable ou non, ça c'est toi qui choisis, mais je trouve que c'est hyper important de prendre ça en compte en fait. Et du coup, ça marche même pour les personnes qui ont déjà une relation enfin, ont déjà des relations sexuelles, qui ont du mal à se sentir épanouies, c'est repasser d'abord par vous-même. Moi, j'adore l'idée de ton exercice là du portrait chinois de sa sexualité parce qu'on peut la faire à 2, mais on peut la faire tout seul, en fait. Ou faire son vision board de, ce serait quoi une sexualité épanouie, en fait. Moi, je pense qu'on le fait beaucoup dans le développement personnel, on le fait beaucoup au travail, on fait des bilans de compétences, on fait des bilans pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Au collège, tu vas avoir une conseillère d'orientation, etc. Pourquoi on le fait pas dans notre sexualité? C'est si important dans la vie de bien se connaître. Et en plus, ça va impacter plein d'autres choses parce que quelqu'un qui est bien dans sa sexualité et qui est bien avec son plaisir et qui est bien avec soi, il est bien sur plein d'autres choses dans sa vie, en fait. Et je trouve que c'est comme bien manger, en fait. Ça s'apprend, ça se construit, c'est jamais trop tard. Il y a aussi ce truc de, bah, en fait, des fois, moi, j'ai des personnes qui viennent me consulter, elles ont 50 ans, elles ont jamais eu d'orgasme. C'est jamais trop tard. C'est-à-dire que il y a pas ce truc de je pourrais jamais revenir en arrière. Ça n'existe pas en psychologie, ça n'existe pas en sexualité. Oui, tu peux avoir des traumas, oui, tu peux avoir des difficultés, oui, tu peux ne pas avoir d'éducation à un sujet, mais tu peux toujours le faire maintenant, en fait. Une fois que tu as cette prise de conscience-là et que tu as envie, bien sûr, il faut que ça soit une envie de ta part d'évoluer, tu peux le faire. Et du coup, comment? Bah, alors ça, je pense que c'est toujours un peu pareil. C'est, savoir si tu as envie de le faire avec des professionnels. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est une bonne idée quand il y a eu, par exemple, des gros traumas ou quand il y a quelque chose qui est vraiment d'ordre anatomique, une souffrance qui est médicale, parfois. Je pense que c'est important. Mais si, à mon sens, là, on parle de petites choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien à la maison, ça va déjà être prendre du temps pour soi, prendre du temps pour y réfléchir. Quand on parle de masturbation, c'est pas forcément un moment avec un sextoy, ça peut être aussi prendre un bain et réfléchir, genre se poser des questions. Ah, en fait, est-ce que là, je ferais pas un petit bilan de ma sexualité? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de tester, que j'ai jamais testées? Est-ce qu'il y a des choses qui m'attirent? Bah, pourquoi pas? Prendre vraiment du temps pour se reconnecter à soi, en fait, comme tu le ferais pour un autre sujet, général dans ta vie, sur le travail, sur tes amis, sur ta famille. Bah, je pense que c'est la même chose, faut adapter et tous ces outils-là qu'on a dans plein d'autres domaines, les adapter à la sexualité. Faire un vision board. Pourquoi on le ferait pas, en fait? Parce que c'est honteux, parce que non, 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 tu t'en fiches, c'est que toi et toi-même. Si même tu veux le faire juste mentalement, tu peux. Ouais et simplement d'accorder du temps de réflexion avant même l'acte. Ouais, je pense que c'est et ça, tu peux le faire partout. Si tu as envie de le faire quand tu es dans le métro, quand tu rentres du travail avec tes écouteurs sur les oreilles, tu peux, en fait. C'est pas quelque chose qui est, je pense, de l'ordre du palpable, c'est plus une prise de conscience, à mon sens. Et comment différencier ce qui est de l'ordre du fantasme irréalisable de juste, en fait, ça j'en ai envie et j'aimerais vraiment le vivre, tu vois? Bah, je pense que ça, par contre, c'est, bah, alors je sais pas, typiquement, on va prendre un fantasme qui est assez haut dans la liste du panel commun, de faire l'amour avec 2 hommes pour une femme. C'est un fantasme qui est très haut dans la liste, mais qui en fait se réalise pas tant que ça. Entre guillemets, si c'est un fantasme, c'est quelque chose qui vraiment dans ton esprit,
éveille ta sexualité, te donne envie de faire l'amour, te donne envie de te connecter à un partenaire, etc. Où vraiment ça allume ton cerveau et ton corps sur quelque chose qui, on va dire, te titille. Moi, je pense que ce qui est important, c'est justement ton ressenti. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, tu sens que tu as envie de faire l'expérience, tu vas en soi mettre des choses en place qui vont faire que. C'est-à-dire, par exemple, tu vas en parler à ton partenaire, dire oh, bah peut-être que, etc. Je pense que tu sais très vite de ce qui est l'ordre du fantasme quand c'est personnel. C'est pareil, là, c'est quelque chose qui est personnel. C'est pas l'autre qui va t'amener à un fantasme. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, une fois que tu t'es recentré sur toi et que tu es centré sur ta sexualité, tu vas très vite savoir s'il y a quelque chose qui est là, parce que c'est autrui qui te l'a apporté par cheminement, ou si c'est toi ce que tu voulais vraiment. Ouais, donc repasser par soi et après le communiquer à l'autre ou aux autres partenaires. Je pense que c'est vraiment la clé de la sexualité, moi. Trop bien, ben merci. Est-ce que tu as des choses que tu as envie d'ajouter? Alors, je crois pas, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions sur ça. Je pense qu'il faut aussi rappeler aux personnes qui sont hypersensibles, quand on parle de sexualité, que finalement l'hypersensibilité dans la sexualité, c'est presque normal. À mon sens, s'il y a bien un domaine où l'hypersensibilité est normale, ça serait la sexualité. C'est-à-dire que c'est tellement intime, c'est tellement personnel, etc., que finalement que les choses soient multipliées, c'est pas tant un problème. Au contraire, ça peut même être un vrai atout. Ouais, je pense que vraiment ça peut être un vrai atout et que c'est très important de dire que c'est pas toujours problématique. Ouais, c'est hyper important et je pense qu'en fait, c'est comme tout, hein, comme tout tempérament, comme toute chose, il y a du très bon et du moins bon et on peut choisir de se focus que sur le moins bon, mais c'est dommage parce qu'on passe à côté du très bon aussi, quoi. En fait, je pense à mon sens qu'il faut absolument pas voir ça comme un handicap dans la sexualité. Ah, mais même, dans tout. Oui, mais alors bien sûr, même dans tout, mais que ça peut être une force incroyable. C'est juste j'aime bien moi l'image, tu sais des apprentis héros qui découvrent en fait leur super pouvoir. Bah, leur super pouvoir, des fois, ils savent pas très bien s'en servir et ça ça chie dans la colle, mais parfois quand ils savent s'en servir, ça peut faire des trucs de fou et même quand ils savent super bien s'en servir et bah, parfois il y a des loupés, mais c'est pareil dans la sexualité avec l'hypersensibilité, en fait. Je pense vraiment que c'est hyper important à développer et de se focus sur ça. Déjà, de le savoir, c'est tellement important. C'est-à-dire que je pense que parfois, c'est des choses qu'on sait depuis tellement longtemps dans ses ressentis, etc. Mais de juste poser le mot dessus, ça libère de quelque chose qui est hyper important. De dire, bah en fait, tout ça, je le ressens parce que je suis hypersensible. Et c'est OK. Juste de dire ça déjà. Et que la personne avec qui on partage notre vie intime, le comprenne. Oui, bah, alors moi je parlais de soi en solo, mais oui, je pense que c'est très difficile à cacher, surtout dans l'intimité. Et je pense que quand tu es dans une relation vraiment de couple où il y a ou avec un partenaire régulier, etc., c'est surtout pas quelque chose enfin, faut pas faire un tabou de ça parce que c'est essentiel d'en discuter. Justement, je sais pas pourquoi ça me fait rebondir là-dessus, parce que ça n'a pas de rapport en soi, mais il y avait une question que j'avais trouvée hyper intéressante, c'est, dans le fait que les hypersensibles ont quand même un grand besoin de reconnaissance et une grande envie de vibrer, tu sais, de plaire, de se sentir, vraiment vivante. Est-ce que tu as noté qu'il y avait plus d'infidélité chez les hypersensibles? Alors moi, pas du tout, voire limite presque l'inverse. Non, parce que les personnes hypersensibles ne supportent pas le mensonge, ont du mal avec le mensonge, etc. Par contre, je pense que parfois, ça peut être un travers de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que le besoin de reconnaissance couplé à d'autres choses vont être impactantes sur le fait de ne jamais se satisfaire d'une seule personne. C'est-à-dire que le besoin va être tellement important, le besoin de reconnaissance, le besoin d'attention, le besoin parfois d'être mis en avant ou validé, va inclure des comportements qui ne vont pas être toujours OK dans un couple exclusif. Mais pour moi, ça, c'est pas tant que lié à l'hypersensibilité, c'est plus lié à l'estime de soi, ses liens d'attachement et cetera. Ce qui peut être lié à l'hypersensibilité, c'est le côté effectivement, on a besoin, de choses, bah, voilà, c'est tout ou rien, donc faut que ce soit vivant, faut le peut-être la peur de l'ennui, mais au contraire, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux aller chercher la nouveauté chez quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi la créer chez toi, dans ton couple. En fait, je pense qu'il y a ce besoin de ressentir des émotions. En fait, l'hypersensibilité, les émotions sont toujours très élevées. C'est-à-dire que ça va faire des montagnes russes. Si la personne
a pour une fois des émotions qui ne font pas des hauts et des bas, juste une émotion qui est là, sans crise, sans euphorie, etc. Ou à l'inverse dans l'autre sens, parfois on va penser que cette jauge-là, cette normalité-là n'est pas normale. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des hauts et des bas qu'on va se dire « Mais attends, c'est quoi ça? Je connais pas en fait. Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que ça c'est normal, ce ressenti-là? Ou est-ce que... » Et je pense que c'est ce point-là qui va créer des déséquilibres en fait. Et on peut avoir envie de chercher justement ce côté euphorique. Ouais, ça peut être c'est un point qu'on retrouve quand même souvent, c'est en fait le fait de ne pas survivre des émotions, surinterpréter des émotions. Finalement, quand elles sont pas là, ça va créer un manque en fait. Est-ce que c'est un questionnement? Est-ce que c'est normal que là tout aille plutôt normalement, ou est-ce que... Mais tu sais que je me suis surprise déjà à dire je vais anormalement bien. Tu sais, à la question comment tu vas, en vrai ça va super bien. Mince, est-ce que c'est normal que ça aille super bien? Ah non, mais ça pour le coup c'est vraiment quelque chose sur un point des hypersensibles aussi. Attends, tout va bien, c'est pas normal. Il va avoir un problème. Oui, ça c'est sûr. Non mais c'est hyper intéressant de ramener pareil sur le curseur quand tout est stable. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire que je m'ennuie? Est-ce qu'en fait je suis heureuse? Est-ce que machin? En fait, c'est possible aussi que les hypersensibles, par période, soient stables émotionnellement et c'est important, je pense, de le souligner aussi. C'est pas tout le temps, mais c'est pas jamais non plus. Bah, c'est pas en soi la santé mentale des gens en général, ça fonctionne pas comme ça. Alors pour une personne qui est hypersensible, c'est surexacerbé, mais les hypersensibles ne vont pas tout le temps bien ou tout le temps mal en fait. Et heureusement, ça serait difficile à vivre, je pense, s'il n'y avait pas de moment où la tempête n'était pas là. J'aime bien finir là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Non, là alors la tempête ou le soleil? Ou le soleil. Ah mais pour moi une tempête c'est pas toujours négatif, hein. Plus la tempête émotionnelle, je pense que ça peut être aussi positif que négatif à mon sens. Je suis d'accord, parce que même les tempêtes émotionnelles, quand elles sont inconfortables, elles viennent quand même nous donner un paquet de clés. Non, je pense vraiment. Et la clé, c'est important. Parfait, exactement. Et là, on reboucle sur ouvrir sa propre porte. Tout se rejoint, c'est parfait. Tout se recoupe. Justement, est-ce que tu peux nous dire où on pourrait retrouver des infos sur toi, si on a envie d'avancer avec toi, etc., etc. Alors moi, il y a tout qui est regroupé sur un même site qui s'appelle laféminologie.com, où tu vas retrouver du coup mon blog, tu vas retrouver tout ce qui touche au cabinet, c'est-à-dire à l'accompagnement des personnes qui viennent me consulter, que ce soit en naturopathie ou en sexothérapie, et où tu vas retrouver aussi toute une partie boutique, notamment pour les livres, et tu vas me retrouver sur notamment Instagram et TikTok, et c'est partout le même nom, c'est laféminologie. Parfait. Eh bien merci, je partage tout ça dans les ressources de l'épisode. Mais je t'en prie. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.